Bonjour, l'agile. Oui, un terme qui fait le buzz, mais pas très clair pour la plupart des gens. Donc j'ai pensé à partager avec vous un petit extrait de ma formation, d'habitude qui dure sur 2 jours. Mais là, je vais vous donner un petit extrait, surtout un zoom sur l'agilité. Ça va vous donner une idée sur c'est quoi l'agilité, que peut-elle nous ajouter comme valeur dans notre savoir-être et notre savoir-faire. Je vais également parler un petit peu de la différence avec la méthode traditionnelle qu'on appelle généralement la cascade ou ce qu'on appelle également le waterfall. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien rappeler ce qui rend aujourd'hui le développement d'un produit assez particulier. Vous savez, premièrement, on parle de difficultés de coopération entre les gens du métier et les gens de la mise en œuvre. Alors les gens du métier, ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage. Parfois également, ils sont épaulés par l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Et puis les gens qui sont du terrain, de la technique, de la réalisation, ce qu'on appelle la mise en œuvre ou le maître, la maîtrise d'ouvrage. Voilà, MOE. Donc la difficulté, c'est que les métiers, ils vont exprimer un certain besoin, mais après, ils vont pas forcément se mettre dans la peau d'un technicien ou d'une personne qui va faire la mise en œuvre pour comprendre ces problèmes. Donc, ils veulent un produit pour demain, basta. Après, s'il y a un problème technique, un serveur qui est en panne, un incident, ben moi je m'en fous. Tout simplement, je le veux pour demain. Et donc, il y a cette difficulté de coopération entre celui qui exprime le besoin et celui qui exécute. Deuxième point particulier du développement de produits, c'est les objectifs. Vous savez, parfois, il y a des projets qu'on lance, l'objectif, il n'est même pas identifié. Parfois, tu demandes à quelqu'un qui réalise un projet, pourquoi tu fais cette tâche ou cette activité, il te dit, ben, c'est mon manager qui me l'a demandé, ou bien c'est mon chef qui me l'a demandé. Mais il ne sait pas forcément pourquoi il fait une activité. Après, parfois, il y a des projets où on a des objectifs, mais qui ne sont pas très bien définis, et donc on se retrouve à la fin à réaliser des choses qui ne répondent pas forcément à un besoin. Vous savez, on le dit aussi dans le développement personnel, quand tu n'as pas un objectif à atteindre, tu es en train de réaliser les objectifs des autres. D'accord? Alors, troisième point particulier dans le développement de produits, c'est la difficulté d'estimation. Et je pense que vous l'avez tous vécu. Vous savez, dans les projets, on passe beaucoup de temps à faire des estimations et en fin de compte, à la fin du projet, ben, on explose les compteurs, on est à 200% de l'estimation, on est à côté de ce qu'on a estimé. Donc, l'objectif, c'est pas de ne pas faire des estimations, mais faire juste le minimum. D'ailleurs, on va le voir avec l'agilité, on a une méthode de faire d'estimation qu'on appelle planning poker. Mais l'estimation, très compliquée, on passe beaucoup de temps à faire des estimations que faire autre chose qui a de la valeur ajoutée. Par exemple, voir avec le client qu'est-ce qui peut être important pour lui, qu'est-ce qui peut lui apporter comme valeur ajoutée en tant que fonctionnalité. Donc plutôt travailler sur le scope que sur les estimations. Mais ça, c'est, comme je vous ai dit, l'estimation, c'est un art de guessing, comme on dit en anglais, de devinette, et généralement, c'est pas toujours atteint. Donc, on passe trop de temps sur quelque chose qui n'a pas forcément de valeur ajoutée. Quatrième difficulté, c'est la difficulté de mesurer les statuts. Là, on parle de KPI. Vous savez, on parle parfois d'indicateurs pastèques. Vous connaissez les indicateurs pastèques, c'est les indicateurs alors, comme la pastèque à l'extérieur vert, à l'intérieur rouge. Donc, on affiche que les indicateurs qu'on souhaite faire passer en management pour dire que le projet va bien. Mais ça, c'est pas trop, c'est pas trop cool. Ce que je veux dire, c'est il faut dire la réalité, il faut être transparent parce que l'objectif de remonter des indicateurs qui sont dans le rouge, c'est dire que ça va pas, j'ai besoin de votre aide, il faut qu'on trouve une solution. Mais malheureusement, là, je vais pas parler d'un management de type 1.0 où on cherche des coupables plutôt que de chercher des solutions. Donc la difficulté de mesurer les statuts aussi, c'est une des particularités des développements de produits parce qu'il faut suivre les statuts et donner régulièrement un avancement qui soit cohérent et qui est plutôt dans un mindset de faire évoluer et terminer le projet que de chercher des coupables ou de se leurrer. Cinquième point, c'est, vous savez, les technologies changent très très rapidement depuis la révolution technologique. On a très peu de rôles qui sont établis. Vous pouvez démarrer un projet aujourd'hui, cette année, en 2022 par exemple.
qui dure une année, mais entre-temps, la technologie a changé. Maintenant, on parle de intelligence artificielle, blockchain, de nouvelles technologies qui sortent, et donc les projets qui durent longtemps avec une technologie initiale, ils peuvent devenir obsolètes au bout d'un an ou 2 ans. Donc, tellement cette rapidité fait que les projets aujourd'hui peuvent se trouver obsolètes à la fin de leur réalisation. Et enfin, ça, je pense que vous allez tous être d'accord avec moi, vous l'avez surtout vécu avec votre expérience, les clients et les utilisateurs, ils sont pas, comme on l'a dit dans le premier point, ils sont pas conscients des problèmes ou des difficultés techniques que peut avoir la maîtrise d'œuvre. Deuxième point, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent déjà. Ils ont des difficultés pour exprimer ce qu'ils veulent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on met des personnes à l'assistance de maîtrise d'ouvrage pour accompagner les clients à bien exprimer ce qu'ils veulent. Et surtout, le troisième point, c'est qu'il peut te dire j'ai besoin de quelque chose aujourd'hui et demain il change son besoin carrément. Non, non, il te dit non, non, c'est pas ce que je voulais, moi je veux autre chose. Ce qui est assez classique. Et d'ailleurs, en parlant des clients, je vous rappelle deux citations qui ont été dites. La première par Henry Ford qui a dit quand tu vas poser la question aux gens qu'est-ce que vous voulez, ils vont vous dire moi je veux des chevaux plus rapides. Alors vous savez, avant la voiture, il y avait les charrettes avec les chevaux. À l'époque, si tu demandais aux gens qu'est-ce que vous voulez, ben, instinctivement, ils vont vous dire moi je veux des chevaux plus rapides. C'est un peu l'innovation incrémentale, mais jamais personne n'a pensé systématiquement à de l'innovation disruptive avec beaucoup d'imagination, comme les voitures qu'on a maintenant, demain peut-être des voitures genre drone, autre chose. Et donc c'est ce qui veut dire que les gens ils sont plus, je dirais, dans le visuel. Je veux savoir d'abord qu'est-ce qui existe et puis peut-être je me projette. Et c'est ce que dit d'ailleurs très bien Steve Jobs, il dit que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent tant qu'ils n'ont pas vu je dirais, les fonctionnalités qui existent. D'ailleurs, Nokia, quand on lui a proposé de travailler sur des téléphones tactiles, ben, ils se sont dit non, non, c'est pas possible, c'est un peu compliqué quand tu veux cliquer sur un clavier tactile, tu peux pas bien écrire ton nom, pour cliquer sur A, peut-être tu vas cliquer sur Z ou quelque chose comme ça. Et donc, déjà, dans cette visualisation, ils n'avaient pas assez d'imagination pour se dire, voilà, on va se projeter sur quelque chose d'innovation disruptive pour pouvoir donner de la valeur ajoutée aux utilisateurs. Mais iPhone l'a bien senti, l'a bien vu et il l'a mis en place. Mais c'était un peu trop tard pour iPhone pour suivre effectivement cette tendance. Et donc, c'est ce que dit Steve Jobs. Généralement, les gens, ils aiment bien voir les fonctionnalités avant de dire ce qu'ils veulent. Alors, j'aime bien ce graphe-là que je projette souvent. D'ailleurs, je pose la question aux participants pour me dire ce qu'ils en pensent. Vous savez, la première photo, ce que le client a expliqué comme besoin. Donc, le client, il voulait un petit, voilà, je dirais, swing, un petit balançoire avec trois escaliers. C'est ce qu'il a expliqué d'abord. Le chef de projet ou le project lead, comment il l'a compris. Voilà, comme vous voyez sur la deuxième photo. La troisième, donc comment l'analyste l'a designé. Carrément, il a innové, il a coupé l'arbre, il a mis deux branches. Voilà, c'est un peu les architectes, les analystes. Quatrième, comment le développeur l'a écrit, comment il a mis les spécifications. Et enfin, le comble, c'est que le client, il voulait même pas ce qu'il a expliqué au début sur la première photo. Il voulait une petite balançoire toute simple qui permet effectivement de permettre à un client de se balancer avec le moindre de coûts. Mais vous voyez, ça c'est un peu l'image très claire et très apparente des problèmes de communication qu'on peut avoir dans un projet à tous les niveaux. Et plus tu as des niveaux, je dirais, plus de niveaux hiérarchiques sur un projet ou plus d'interactions, ben, la communication, elle peut, elle peut différer et elle peut se disperser tout au long de la chaîne de communication. Quelques constats, juste pour poser un peu le cadre. Alors, le principe d'incertitude de Humphrey qui dit que les utilisateurs ne savent pas ce qu'ils veulent qu'après avoir vu une première version du logiciel. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure.
les gens aiment bien voir ce que ça donne pour pouvoir se projeter. Et d'ailleurs, il y a des clients, moi je connais des clients qui me disent quand tu leur poses la question, qu'est-ce que tu veux, monsieur, les clients, ils te disent, qu'est-ce que tu me proposes? Alors, ce qui est logique, on sait très bien que on recrute les gens pas pour leur dire ce qu'on veut, mais on recrute les gens pour qu'ils nous disent ce qu'ils veulent. Donc, c'est bien qu'il m'a recruté pour que je puisse lui proposer, mais ça serait bien que le client aussi ait une idée sur ce qu'il veut. Ça va orienter un petit peu la discussion. Même si parfois, effectivement, on dit que quand tu donnes trop de choix au client, ça tue le choix. Donc parfois, il faut être dictature, lui imposer des choses. Ça peut aider à orienter son besoin et sa vision. Alors, deuxième principe de Hadar Zif qui dit les besoins changent souvent durant le processus de développement du logiciel, ce qui est assez logique. Donc, autant faire des projets assez courts avec, je dirais, des itérations assez courtes pour pouvoir s'orienter et suivre le besoin du client parce que faire un besoin sur un projet qui dure une année ou 2 ans, c'est impossible parce qu'entre-temps, les besoins vont changer et il faut bien prendre en considération que la seule chose qui ne change pas dans un projet, c'est le changement. Donc, il y aura toujours du changement durant le développement d'un produit ou d'un logiciel. Alors le troisième dernier principe qu'on va voir sur ce slide, c'est le lemme de Peter Wegner qui dit spécifier intégralement un système interactif est impossible. Alors surtout les systèmes interactifs, vous savez, les systèmes qui nécessitent de l'interaction avec le client, pouvoir les spécifier intégralement au début, c'est très très compliqué, voire même impossible, parce que c'est qu'au moment où le client va interagir, qu'il va prendre le produit dans sa main et pouvoir le manipuler, qu'il va te dire est-ce que ça lui convient ou pas. Donc, essayer de rentrer dans une chambre tout seul, essayer de penser à la place du client, ça ne fonctionne pas très bien parce que tu peux faire le meilleur produit que tu penses être le bon, mais dès que tu le donnes au client, ben, c'est là où il peut te dire bingo ou bien non, non, c'est pas ce que je voulais, ça répond pas vraiment à mes besoins. Et vous savez que les anomalies à la fin du cycle du projet, ça coûte plus cher que si on les identifie dans les premiers cycles du projet qui sont dans la phase des spécifications ou les phases de cadrage. Quelques vérités par rapport au développement de projet. Vous savez que plus un projet est grand, moins les exigences sont stables. Plus un projet est lent, moins il a de chances de succès. Alors le troisième que j'aime bien, c'est le principe de Parkinson qui dit il y aura toujours plus à faire que le temps et l'argent alloués. Vous savez, quand on a une tâche à faire et on se donne par exemple 2 jours pour la faire, ben, on va sûrement consommer les 2 jours. Mais si on se dit on va la faire dans 1 heure, tu es obligé de la faire dans 1 heure, tu vas sortir comme quelque chose, tu vas sortir un peu ce qu'on appelle la loi de Pareto, tu vas sortir les 80% des fonctionnalités qui servent, c'est déjà pas mal. Donc autant cerner un petit peu le temps que de laisser la durée ouverte. Et puis le camp, c'est la dernière, c'est que 20% seulement des fonctions qui sont développées, qui sont utilisées. Comme le montrent les statistiques suivantes qui ont été faites en 2002, je pense que j'ai déjà vu des statistiques en 2021 qui se rapprochent à peu près de la même chose. Je pense que la transformation digitale aujourd'hui n'est pas encore généralisée, parce que vous le savez, dans la transformation digitale, le plus important, c'est quand on met le focus sur la valeur, on ne crée que les fonctionnalités qui ont de la valeur, c'est un peu le lean management. Et donc, ce qu'on dit, c'est que 20%, seulement 20% des fonctionnalités qui sont utilisées toujours ou généralement, 16% parfois, 19% rarement, et puis approximativement la moitié des fonctionnalités ne sont jamais utilisées. Alors, comme le dit si bien Peter Drucker, ce qui est le plus useless, c'est de perdre de l'effort et de l'énergie sur des fonctionnalités qui ne servent à rien. C'est anti-lean management. Pourquoi être agile? En fin de compte, il faut savoir que le mode traditionnel, ça fonctionne également. On ne va pas dire que le traditionnel ne fonctionne pas parce que jusqu'à présent, beaucoup de projets qui ont été réalisés en mode traditionnel ont bien réussi. Mais selon des statistiques, on voit bien que la majorité des projets en mode traditionnel n'aboutissent pas conformément aux charges et délais qui ont été convenus. Et puis, lors de la gestion du projet, on a des effets tunnels, on a vraiment une gestion de projet qui ne permet pas vraiment
de satisfaire le client, comme ce qu'on va voir avec l'agilité. Dans le traditionnel, on va passer beaucoup de temps à définir le cahier de charge, une planification globale de tout le projet, ce qui fait que derrière, on sera un peu esclave de cette spécification qu'on a définie, et donc on est obligé de build what is asked for. Même si, comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut retrouver dans ces spécifications ou ce cahier de charge des fonctionnalités qui ne seront jamais utilisées. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle la traditionnelle d'ailleurs, on est dans du développement orienté périmètre. Contrairement à l'agile, on est plutôt dans du développement orienté valeur. C'est ce que je vais expliquer juste après. Donc on est plutôt dans du build what is asked for. Ensuite, vous savez, dans le mode traditionnel, on a des phases assez séquentielles. Ça veut dire on fait de l'architecture, de la conception, du développement, des tests unitaires, et on n'a pas cette flexibilité de revenir en arrière. Vraiment, on va être séquentiel, assez rigide, il n'y a pas assez de flexibilité. Et en plus, les anomalies qui sont détectées dans les dernières phases ou les dernières phases du cycle de vie traditionnel, ben, ça coûte plus cher que si on les détecte au début. Et comme le périmètre il est fixe, et que les charges et délais sont fixes, le seul paramètre sur lequel on va jouer, si on est en stress et si on ne respecte pas vraiment une bonne planification, ben on va tout simplement baisser la qualité en réduisant peut-être les vagues de recettes, les tests unitaires, moins de revues, ce qui va générer un produit qui n'est pas conformément satisfaisant. Par contre, dans l'agilité, on va investir beaucoup de temps et d'efforts dans, je dirais, les phases de livraison. La plupart des changements des périmètres entraînent des reprises coûteuses et donc l'approche agile investit du temps et des efforts dans la phase de livraison, se concentrant sur la construction de la bonne chose. On est dans le build the right thing du lean management. On va se concentrer par exemple sur les 20% des fonctionnalités qui rapportent le plus. Et une fois on a défini ce qui est bien à réaliser, ben on va se concentrer à réaliser cette fonctionnalité d'une façon correcte. On parle de l'excellence technique, build the thing right. Et enfin, bien sûr, en appliquant du lean management, en réduisant les déchets qui servent à rien, ben on va être plus rapide dans la production du livrable. Après, ce qui est compliqué, je dirais dans l'agilité, c'est cette culture de changement qui généralement prend du temps, autour de 18 mois. Et la plupart aujourd'hui des organisations ne sont pas encore prêtes à adopter cette méthode de travail parce qu'il y a une grande différence entre être agile et faire de l'agile. Être agile, c'est un mindset, c'est une culture, c'est un changement qui doit démarrer from bottom, depuis le bas des équipes jusqu'au management, où on peut faire du top-down, mais ça doit s'instaurer au fur et à mesure et non pas juste prendre quelques rituels de l'agilité et dire on est agile. C'est pour ça que le plus important, c'est être agile dans le mindset et non pas faire que de l'agilité qui n'est pas vraiment durable. Voici quelques statistiques qui confirment la valeur ajoutée de l'agilité au sein des organisations. Ça, c'est des statistiques qui ont été publiées en 2016. Avec l'agilité, on s'adapte mieux au changement, parce qu'on va voir que le changement, c'est dans l'ADN de l'agilité. D'ailleurs, c'est comme, vous connaissez un peu dans le GPS, quand vous prenez votre voiture avec votre GPS, il va vous donner parfois des notifications pour vous dire tournez à droite, tournez à gauche. Donc ces notifications vont vous aider à arriver à votre destination le plus rapidement et dans les meilleures conditions. C'est pas quand vous allez trouver une notification, vous allez dire oh non, encore il va nous faire tourner à droite ou à gauche. Au contraire, un changement, il est bienvenu quand on est dans un mindset agile parce qu'on se dit c'est bien que ce changement soit bien exprimé à ce moment-là. Ça va nous permettre de mieux satisfaire le client et de gagner beaucoup de temps au lieu de faire du rework post-livraison. Deuxième indicateur, c'est une meilleure productivité des équipes. Parce que dans l'agilité, on est plutôt dans du self-management. On n'est plus dans le micromanagement ou dans le management traditionnel qu'on appelle classiquement management 1.0, où le client va considérer les collaborateurs comme des salariés ou des employés. Et donc,
En management 1.0, on va dire, voilà, le manager, il dit aux équipes ce que vous devez faire, il va les suivre, il va essayer de leur dicter ce qu'il faut faire. Mais non, au contraire, dans l'agilité, on est plutôt dans le management 3.0. Mais juste pour l'histoire, je vous dis ce que signifie le management 2.0. Dans le management 2.0, on a amélioré ce qui existait en management 1.0. On n'appelle plus un collaborateur, un employé ou un salarié, mais on dit collaborateur. On est dans la collaboration. Mais comme vous savez, dans la collaboration, dans le management 2.0, le manager, il détient un certain niveau d'information qui lui permet de décider. C'est comme si on se disait, on va collaborer, mais c'est moi le manager qui décide. Voilà. C'est mieux que le 1.0, mais c'est pas très parfait ou je dirais génial. Et donc le management 3.0, d'ailleurs, qui a vu le jour en 2001 avec l'agilité, on parle plus de collaborateurs, mais on parle de partenaires. On est dans un partenariat, on est dans du self-management, et plutôt on est dans un contrat win-win. C'est la raison pour laquelle, quand vous donnez de la liberté aux équipes, forcément, ils seront plus productifs, contrairement à ce qu'on peut penser, je dirais, mathématiquement. C'est pas en forçant les gens à faire des choses qu'on va forcément trouver, je dirais, un résultat. Et d'ailleurs, il y a une grande différence entre ce qu'on appelle la productivité et la présence, parce que il y a des managers qui considèrent que en obligeant des équipes à être dans les bureaux de 8 heures par exemple à 18 heures, ils vont être mieux productifs. Non, il y a une grande différence entre présence et productivité qu'on n'aura pas le temps de discuter lors de cette vidéo. Troisième indicateur, c'est la visibilité de projet. Oui, bien sûr, il n'y a pas d'effet tunnel parce qu'après chaque itération qui maximum dure un mois, généralement, on va sortir un produit au client, un produit de valeur. C'est un produit qu'il peut utiliser, qu'il peut même commercialiser. D'accord? Et donc, le client n'a plus cet effet tunnel, il est bien rassuré et il a une meilleure visibilité sur le projet. Quatrième indicateur très très important aussi, augmentation du moral de l'équipe. Parce que quand on est agile, on est dans une famille très restreinte. Alors généralement, avant le Covid, on était plutôt dans des équipes en colocation. On est tous dans le même bureau. Certes, avec Covid, on est un peu en télétravail, mais on garde un contact à distance. Aujourd'hui, les outils de télétravail se sont bien développés et ça permet effectivement une colocation virtuelle, même si on est à distance. Et enfin, meilleure prédiction de la livraison de produits, parce que ça c'est le principe, c'est en agilité, on développe au fur et à mesure. On est dans un mode de développement en vague. Plus on avance sur le projet, plus on a une meilleure visibilité sur ce qui doit être réalisé et donc une meilleure prédiction de la livraison du produit attendu par le client. Et ça, c'est très très important pour la réussite d'un projet. Nous entendons souvent quelques mythes et légendes sur l'agilité. Par exemple, l'agilité, c'est pas pour tous les projets, c'est que pour les projets informatiques. Il n'y a que les gens qui sont dans la technique qui peuvent comprendre l'agilité. Ce n'est pas pour les grands projets. Il n'y a pas de documentation en agilité, pas de discipline, pas de planning. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'étais une fois chez un client qui m'appelle au téléphone et qui me dit voilà, j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Je lui dis ok, il faut qu'on définisse ça, qu'on écrive des user stories par exemple, ou qu'on rédige un petit cahier de charge. Il me dit mais tu es agile, il n'y a pas besoin de ça. Maintenant, on verra que l'agilité, c'est pas le bazar, c'est un minimum, le just enough, mais ce n'est pas rien. Parce que si on écrit rien, ça veut dire qu'on n'a aucun contrat sur lequel revenir pour être sûr est-ce que j'ai bien réalisé ce qui a été demandé ou pas. On dit que c'est trop risqué, il n'y a pas de contrôle. Alors tout ça, c'est des mythes et des légendes. Parce que si l'agilité elle est bien appliquée, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le mindset et la culture de l'agilité, tout ça c'est sous contrôle. Et l'agilité d'ailleurs, on peut l'appliquer partout. Ça commence à voir le jour également sur les domaines de la RH, de la finance, de l'éducation. On peut l'utiliser également même avec nos enfants. Au quotidien, l'agilité c'est un état d'esprit. Ce n'est pas une méthodologie, mais plutôt c'est une philosophie. Voici un petit rappel qui illustre la différence entre ce qu'on appelle la méthode classique
ou ce qu'on appelle la méthode cascade. Pourquoi cascade? Parce que quand vous savez, une goutte d'eau dans la cascade, avec l'effet de la pesanteur, elle va que descendre, elle ne peut pas revenir en arrière. Donc on a les différentes phases du cycle de vie cascade. On commence par la conception, puis par le développement, puis par le test, et on ne peut pas revenir en arrière. On est vraiment assez rigide, comme la goutte d'eau qui va descendre et ne plus revenir en arrière. Donc, dans le mode cascade, j'ai essayé de l'illustrer avec la course au relais. On a le premier coureur qui va faire la première phase du projet, qui est un cahier de charge, la spécification. Ensuite, dès que c'est terminé, ben, il va envoyer ce cahier de charge à l'architecte. Il va faire aussi son job. Dès que c'est terminé, ben, il va envoyer le cahier d'architecture au développeur pour faire le codage. Le développeur, quand il termine, il passe le relais au testeur. Voilà, jusqu'à la fin du projet. Et donc, on aura une livraison après le passage de toutes ces phases qui sont séquentielles. Par contre, l'agilité, on est plutôt comme dans le rugby. Il y a l'équipe qui va passer le ballon de bout en bout, de gauche à droite, entre les différents membres de l'équipe et faire des petites itérations, des baby steps en avant, un petit pas en avant, un petit pas, ainsi de suite, jusqu'à arriver au camp adverse et marquer le but. Donc on est plutôt dans des itérations qui durent maximum un mois, où on va faire les différentes phases d'un projet entre spécification, architecture, codage et test. C'est-à-dire qu'on va prendre tout le projet, on va essayer de le saucissonner par des petits bouts, des petites itérations, où chacune va permettre de livrer quelque chose au client. Donc le client, il aura dans les premières itérations déjà des livrables, au lieu de les avoir à la fin regroupés dans le mode cascade. Et c'est pour ça qu'on appelle cette approche itérative et incrémentale, parce qu'on va produire des outputs d'une façon itérative. À chaque itération, on a un certain output. Et ces outputs-là, on va essayer de les incrémenter pour ressortir avec le produit final. Donc déjà, l'output, il est incrémenté avec l'output de l'itération suivante pour enfin sortir avec un output global à la fin du projet, et même les outcomes, parce que les outcomes c'est un peu la valeur de l'output également, elle est incrémentée pour que à la fin de la dernière itération, on a toute la valeur attendue à travers la production de ce produit. Voici une notion très importante en agilité, c'est ce qu'on appelle le Minimum Viable Product, MVP, qu'on peut illustrer à travers ce schéma-là. Alors, ce qu'on voit sur la première photo, en fond rouge, c'est un peu la méthode classique. Vous savez, dans la méthode classique, quand le client nous demande de lui créer un moyen de transport, ben, peut-être que dans le premier mois, on va lui dire, voilà, on a créé une roue. Ok, il va se dire, ok, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cette roue? Donc il est pas content. Ok, deuxième mois, il vient nous demander où est-ce que vous en êtes. Donc on a commencé à créer un peu la structure de la voiture, on a collé les deux roues. Ok, client toujours insatisfait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec les deux roues? Ok, troisième mois, on arrive, on a commencé, alors la voiture elle commence à avoir une tête, mais toujours le client il est insatisfait parce que pour l'instant il ne peut pas l'utiliser. C'est à partir d'un certain nombre, alors pour l'instant j'ai dit 4 mois, mais peut-être c'est 4 ans ou 4 siècles, on ne sait pas quand, mais à partir de ce moment-là, on a pu construire ce qui nous a été demandé, une voiture qui va permettre au client de se déplacer. Donc vous voyez que tout au long du cycle de vie, le client n'a pas été satisfait jusqu'à ce qu'il a pu obtenir sa voiture. Vous voyez, le sourire, il n'est pas énorme. C'est-à-dire qu'au moins, il se dit, bah, enfin, j'ai quelque chose qui fonctionne, au moins, je peux commencer à commercialiser au lieu de ne rien avoir. Donc, il est un peu, je dirais encore sous sa fin. D'accord? Par contre, quand on est agile, on va essayer de produire dès les premières itérations, les premiers mois, les premières années, je ne sais pas, dépendamment je dirais, de ce qu'on va utiliser, est-ce que c'est des mois ou des années ou des semaines peut-être, mais première itération, on a pu sortir un moyen de transport. Quand même, il n'est pas génial, mais ça va permettre au client déjà de commercialiser des skates.
Donc il va pouvoir gagner de l'argent derrière ce produit-là. Il n'est pas fâché, mais il n'est pas aussi content. Voilà, il dit bof, ok. Mais il va donner son feedback. Ça va permettre de dire ok, le skate c'est pas sécurisé, c'est pour les enfants, mais moi je veux peut-être vendre à tout le monde, mais pour les un peu vieux. Et donc je veux sécuriser ce skate-là, je vais mettre peut-être un volant, une trottinette, des roues un peu plus grosses. Donc il donne un feedback. Et donc l'équipe va, sur la deuxième itération, prendre en considération ces feedbacks et améliorer le produit. Donc on est dans je dirais, un produit plus safe, plus rapide, et le client commence à avoir quand même un, un beau sourire. Voilà, pour l'instant, il est neutre, mais c'est mieux que d'être fâché, comme ce qu'on a vu sur le cycle en V. Ensuite, ben, il va donner quand même un feedback, ça va permettre aux équipes de s'améliorer. Troisième itération, un vélo qui va être amélioré encore en une moto. Et vous allez voir que dès la cinquième itération, on va produire une voiture, mais meilleure que celle qu'on a produite en cycle V. Pourquoi? Parce que déjà, il y a tous les feedbacks du client qu'on a pu capitaliser sur. On a regardé également ce qui se passe à l'extérieur. Ça nous a permis également de changer notre façon de faire, notre façon de penser. Et donc, ça nous a permis de sortir un produit meilleur, plus technologique, plus adapté et plus, je dirais, à date que celui qu'on a réalisé sur le cycle V, parce que dans le cycle V, on était un peu emprisonné et esclave d'un certain cahier de charge qui a été défini anciennement. Donc peut-être qu'il est devenu obsolète et même le produit qu'on a produit n'est plus à jour. Voilà, donc le MVP, c'est ce qu'on appelle quelle est la version du produit qui va nous permettre d'avoir le maximum de valeur avec le moins d'efforts possible. C'est ce qu'on appelle le MVP. Donc, ça ne sert à rien de dépenser beaucoup d'argent sur un produit. C'est la loi de Pareto, ce qu'on appelle essayer de fournir 20% d'efforts pour sortir les 80% de fonctionnalité. La notion du MVP, on peut la retrouver également dans la gastronomie. Tout simplement, un MVP, ça permet de prototyper. Ça veut dire qu'on donne au client rapidement un produit pour qu'il donne le maximum de feedback. Donc, on fait du quick and dirty. Par exemple, quand on veut préparer un cake, donc autant au lieu de préparer un grand cake avec beaucoup d'ingrédients pour une vingtaine de personnes, autant faire un petit cake, un petit cupcake, et le donner au client rapidement et avoir son feedback. Peut-être qu'il va dire non, non, moi j'aime pas trop le sucre, ou bien c'est trop sucré, s'il vous plaît, réduisez un peu le sucre. Moi j'aime bien que ça soit avec un peu de chocolat, je veux que vous améliorez ça et ça et ça. Et donc ça vous permet effectivement de vous améliorer et de vous rapprocher vraiment aux attentes du client. Et dès que c'est OK, ben dans ce cas-là, on va pouvoir généraliser et produire quelque chose à grande échelle. On peut résumer la proposition de valeur de l'agilité par l'acronyme BRAVO. Alors le B pour le business value, c'est-à-dire que dans l'agilité qui est tracée par la ligne rouge, contrairement à la ligne grise qui représente plutôt le mode classique, en agilité, on va produire les fonctionnalités qui ont le plus de valeur au client d'abord. Et donc dans les premières itérations, on va produire de la valeur au client jusqu'à ce qu'on termine tout le projet. Par contre, quand on est en cycle classique, ben, au début, on va produire peut-être un cahier de charge, on va produire des spécifications, mais ce n'est pas ça qui va permettre au client de faire du business. Et donc vraiment, il ne va pas sentir la vraie valeur ajoutée qu'à la fin du projet où on va livrer tout le projet. Et imaginons que au milieu du projet, ben, le client te dit je n'ai plus de budget. Si on est en mode agile, ben, à minima, on a produit beaucoup de valeur. Les premières fonctionnalités, elles ont plus de valeur. Par contre, quand on est en cycle V, bah, il ne va pas forcément gagner de la business value et donc il sera perdant parce qu'en cycle V, soit tu termines tout le projet, soit tu n'as rien. Ensuite, on a le R de la valeur proposition Bravo qui vient montrer que quand on est en mode agile, vraiment, le niveau de risque, il baisse dès les premières itérations du projet. Parce que, comme on a dit, le changement, il est dans l'ADN du projet. Dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, on va se rapprocher du client.
Le client d'ailleurs, il est dans la gouvernance de l'agilité. Le client, il est avec les équipes. On n'est plus dans cette notion de le client est roi et vous allez réaliser ce que je veux. Non, non, non. On est tous sur dans le même bateau et donc on est vraiment très proche du client et il est avec nous et donc on a moins de risques d'être à côté de la plaque. Alors que dans le waterfall, vraiment on va produire des choses et le risque deviendra zéro que quand on va livrer et corriger toutes les anomalies du client. Le A du Bravo, on est plutôt dans l'adaptabilité. Donc, quand on est agile, on va s'adapter, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, on prend en considération les changements. C'est dans l'ADN de l'agilité, alors que dans le cycle V, dès qu'il y a un changement, ben, déjà on est réticent, et plus on reçoit des changements dans les dernières phases du cycle de vie, ben, ça va être plus coûteux et ça va être compliqué à s'adapter aux attentes du client. Puis on a le VO qui représente la visibilité opportunité. Comme on a dit tout à l'heure, une itération, ça ne dépasse pas généralement un mois. Et donc le client a au maximum dans un mois une visibilité sur ce qui va être produit, donc il est rassuré. Alors que quand on est en mode cycle V, on est plutôt dans un effet tunnel parce qu'on rencontre le client au début, on fait notre contrat, on se met d'accord sur les attentes, et puis silence radio. Certes, il y a de la gouvernance, mais comme vous savez, on peut utiliser des indicateurs pastèques qui vont montrer que voilà, c'est vert de l'extérieur, mais généralement c'est rouge de l'intérieur. Donc le client n'est pas forcément rassuré jusqu'à ce qu'il voit vraiment le livrable, mais entre-temps, vraiment on est dans des effets tunnels. Attention tout de même, je parle de l'agilité, certes, elle a ses avantages, mais ça ne veut pas dire que le mode classique ne fonctionne pas. D'ailleurs, je partage avec vous quelques 5 questions qu'il faut se poser au début de chaque projet pour savoir quelle est la bonne façon de faire sur un projet. Est-ce que je pars sur une approche agile ou plutôt une approche classique avec le mode cascade? Alors, tout d'abord, il faut se poser la question, est-ce que les besoins ou le périmètre que je vais réaliser est assez stable? Si généralement il est stable, il est connu, on peut partir sur une approche classique parce que qu'est-ce que ça signifie? Il y aura très peu de changements et donc avec le mode séquentiel, ça va vraiment réussir. Alors que quand on est sur de l'innovation, par exemple disruptive, quand on veut créer quelque chose qui n'a jamais été réalisé, on est vraiment dans l'inconnu. On est vraiment dans du prototypage et donc autant partir sur de l'agilité parce que c'est en développant des itérations qu'on va s'apercevoir et commencer à comprendre le besoin. Deuxième question qu'il faut se poser, quel est le niveau de risque? Plus le risque est faible, on peut partir sur une approche classique. Plus il est élevé, ben, autant partir sur de l'agile. Pourquoi? Parce que quand on est en agile, au moins si on réussit pas ou on échoue dans une itération, c'est pas comme si on a échoué dans tout le projet. Et donc, on va gérer mieux le risque en faisant des itérations que en faisant un gros cycle qui va aller du début à la fin du projet. Troisième question qu'il faut se poser, est-ce qu'on est assez familier avec ce genre de projet? Si on est familier, ben, autant le faire en mode classique, c'est maîtrisé. Par contre, si c'est quelque chose qui est nouveau, ben, autant partir sur de l'agilité avec des itérations. Quatrième question, on se pose la question, est-ce qu'on est dans un contexte business concurrentiel? Donc si effectivement on est plutôt pas de concurrence, c'est quelque chose qu'on fait tout seul, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas la notion du time to market, ben, autant partir sur du classique. Mais si vraiment on est pressé pour sortir un produit, pour éviter que la concurrence ne prenne des parts de marché, ben, il faut vraiment utiliser de l'agilité pour sortir des livrables à chaque itération. Et enfin, quand on est sur des projets assez courts, entre voilà, 3-6 mois, autant partir sur du classique, mais dès que ça dépasse les 6 mois, pour éviter l'effet tunnel et pour éviter que les besoins deviennent obsolètes, bah, autant partir sur de l'agile. Alors pourquoi je dis tout ça? Parce que l'agile, certes c'est bien, mais quand même, c'est cher à mettre en place. Pas cher en termes d'outillage ou je dirais
de méthodologie, mais plutôt la conduite changement qu'on va mettre en place avec toute la formation et la culture d'accompagnement, c'est très cher et c'est trop lent. Et donc, on ne va pas s'amuser à mettre en place de l'agilité si le mode classique fonctionne très bien, parce que, comme j'ai dit, toutes les questions qu'on va se poser sur ce projet-là vont plutôt être, je dirais, du côté du classique. Quand nous sommes dans un projet en cycle en V, en mode cascade, vous savez, le client il va nous demander de réaliser un certain périmètre qui est fixe. Un certain cahier de charge ou une spécification, il va nous dire vous faites tout ça. Et ensuite, nous allons devoir estimer les coûts et les délais. Et donc, c'est cette partie-là qui est variable. Et donc, l'une des forces de l'agilité, c'est elle inverse ce qui fait le noyau d'un projet. Ce noyau, ce qu'on appelle le triangle d'or, va l'inverser. C'est-à-dire que on va partir sur des coûts et des délais fixes et passer plus de temps à travailler sur le contenu. Et c'est ça ce qui vraiment va donner de la valeur ajoutée au client. Parce que vous savez que quand le client exprime un besoin, il y a deux choses. Soit d'abord, il ne va pas savoir ce qu'il veut. Il va nous dire, voilà, je veux ça et ça, mais j'ai pas d'idée, aidez-moi. Ou bien il va demander des choses qui vont, comme on l'a vu tout à l'heure, vont pas tous être utilisés. Il n'y aura que 20% vraiment de l'essentiel et tout le reste, c'est des déchets. Et donc, le plus important dans l'agilité, c'est qu'on va passer beaucoup de temps à négocier avec le client le périmètre, parce que la première question qu'on va lui dire, c'est quel est votre budget et quel est votre délai souhaité par rapport à ce projet-là. Donc, ça sera quelque chose qui est fixe. Et puis, on va essayer sur la base de ces coûts et délais qui sont fixes, de lui proposer qu'est-ce qui peut rentrer dans son budget. Et donc, on va l'aider à retrouver les 20% de fonctionnalités que les gens vont utiliser ou les gens vont acheter. Et donc, ça c'est génial parce que quand on est en cycle V, il y aura beaucoup de dépenses, beaucoup de temps passé sur des choses qui n'ont pas de valeur. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs une façon de faire plan driven. On est orienté par le plan. Tous les efforts qu'on va réaliser se focalisent sur réaliser un périmètre, peu importe le coût et les délais à réaliser. Par contre, quand on est dans l'agile, on respecte le budget du client en termes de temps et d'argent et de budget monétaire en lui proposant quel est le périmètre. Donc on va le challenger, peut-être qu'on va lui dire, regardez, dans votre budget, on ne peut pas faire le A et B, C, vous devez choisir. Et à ce moment-là, il va se remettre en question pour dire, ah oui, vous avez raison, en utilisant par exemple des techniques de Moscow, must, should, could and want to be. Et il va se dire, attendez, moi je propose de partir avec le A et B, C c'est un nice to have, on va le faire quand j'aurai plus d'argent. Alors, si on veut résumer l'agilité en trois mots, on peut dire que déjà l'agilité, c'est maximiser la valeur à travers la discipline et le feedback, comme on a vu tout à l'heure. Donc, la discipline dans les équipes, avec le client, dans le respect des budgets alloués, et bien sûr à travers le feedback du client qui va nous orienter à retrouver la valeur attendue. Donc, si on veut résumer l'agilité, premièrement, c'est une livraison en temps opportun, régulière et fiable de la valeur business à travers des itérations assez courtes. D'accord? Donc c'est la livraison régulière progressive de la valeur ajoutée au client. Deuxième point aussi important, c'est la livraison des fonctionnalités les plus prioritaires grâce à une collaboration avec le client et l'équipe de livraison, bien sûr. Donc la collaboration, très très importante dans l'agilité. Et puis bien sûr, la priorisation des fonctionnalités selon leur valeur. Et enfin, l'amélioration continue des processus grâce à ce qu'on appelle les feedbacks ou aux rétrospectives qu'on peut avoir tout au long du projet. Un peu d'histoire géo quand même sur l'agilité et surtout sur l'Agile Manifesto qui a vu le jour en 2001, c'était en février, à Utah, où 17 personnes, alors c'est des ingénieurs, des informaticiens principalement, des managers, des project managers qui se sont retrouvés
pour faire un peu de ski, relax, faire des vacances, mais quand même, effectivement, discuter sur un sujet important qui est l'agilité. Et donc, en cette année-là, en 2001, il y a eu la sortie de ce qu'on appelle l'Agile Software Development Manifesto. Parce que oui, l'agilité initialement, quand elle a vu le jour, c'était dans le domaine informatique. Puis, petit à petit, on a bien compris que c'est une philosophie qui peut être appliquée partout et donc on commence à la voir émerger sur d'autres domaines. Mais initialement, c'était réalisé dans le domaine informatique. Alors, c'est quoi ce manifesto agile? C'est ce qu'on va voir sur le slide suivant. Premièrement, dans l'agilité ou dans l'agile manifesto est constitué de 4 valeurs et de 12 principes. Première valeur de l'agilité, c'est Individuals and interactions is better en termes de valeur que les process et les outils. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a un projet à gérer, il faut privilégier toujours les individus et leur interaction que de suivre des process assez rigides et des outils. Parce qu'en fin de compte, les process et les outils, ça reste une aide à la décision. Mais le plus important dans la résolution des problèmes et dans la production de produits, ce sont l'humain, l'actif le plus important dans une entreprise et surtout leur interaction. Si par exemple, il y a un problème qui se pose, au lieu d'envoyer des mails avec de l'hiérarchie en copie, faire des ping-pong, bah, autant prendre le téléphone et résoudre rapidement le problème. Alors, deuxième valeur, c'est ce qu'on appelle, je dirais, un logiciel qui fonctionne mieux qu'une documentation compréhensive. Comme j'ai dit tout à l'heure, puisque le manifeste agile a vu le jour dans le domaine informatique, maintenant on parle plutôt de working product. Ça veut dire que ce qui est le plus important je dirais, dans l'agilité, c'est qu'en fin de compte, un produit, il faut qu'il fonctionne. Au lieu de produire de la documentation, certes, qui est bien, l'agile n'élimine pas de la documentation, mais il la rationalise sans lisser dans les moindres détails. D'accord? Donc, mais restez focus que ce qui est le plus important, c'est de marquer des buts. Comme on dit en foot, le plus important, c'est marquer des buts que de jouer, surtout quand on est dans voilà, Coupe du Monde ou Coupe des Nations. Ensuite, troisième valeur, c'est la collaboration avec le client au lieu de négocier des contrats. C'est-à-dire que impliquer le client tout au long du projet et non seulement au début et à la fin, parce que quand on est généralement dans la négociation de contrat, on se rencontre au début, on se dit voilà les SLA à respecter, les pénalités, machin, et on se revoit à la fin du projet, on commence vraiment à vraiment se battre et vraiment ça peut créer des problèmes, peut-être des projets qui peuvent être retirés du client suite au non-respect des SLA. Et donc on dit que selon l'agilité, vaut mieux que le client soit impliqué tout au long du projet et non seulement au début et à la fin. Et enfin, dernière valeur du manifesto, c'est ce qu'on appelle faites des petits travaux et apprenez et obtenez des commentaires et des feedbacks tout au long du projet que de suivre obstinément un plan. Comme on dit en anglais, done is better than perfect. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Le changement, c'est dans l'ADN de l'agilité. On le salue, on le prend en considération parce que ça va nous amener vers là où le client nous attend. Ensuite, nous avons dans l'agilité ou dans le manifeste agile 12 principes qui bien sûr sont vraiment en corrélation avec les 4 valeurs qu'on a vues. Je vais pas essayer de passer rapidement là-dessus. Donc le premier principe c'est satisfaire le client, très important. Deuxièmement, on salue les changements. Changement c'est dans l'ADN de l'agilité. Troisièmement, délivrer d'une façon fréquente à travers des itérations. Quatrième principe, travailler en collaboration et ensemble, parce que tout seul, on peut être plus rapide, mais ensemble, on va plus loin. Cinquième, très important, c'est avoir cette confiance et ce support entre les équipes, parce qu'avant tout, on est une seule équipe,
on est one team. Et le one team, si on lit le 1 en français et le team en anglais, on parle de un team. Un team, on est dans l'intimité, on est dans le support. C'est pas parce qu'il y a un petit stagiaire qui va rentrer avec nous dans l'équipe qu'on va considérer qu'il sait rien. Non, au contraire. Vous savez que les meilleures idées viennent des personnes qui sont externes ou les juniors qui viennent avec de nouvelles idées, qui ne sont pas moulées avec le quotidien qu'on vit. Et donc, il faut les respecter. Et le support, par exemple, si un des membres d'équipe termine son travail, il a encore du temps, il peut aller supporter les autres. On est vraiment dans la confiance support qui va créer une bonne ambiance et vraiment une meilleure productivité dans l'équipe. Sixième principe, le face-to-face conversation. Ça, c'est un peu la première valeur du manifesto, c'est les individus et les interactions. Donc, privilégier le face-to-face au lieu de faire des process assez rigides. Septième process, il faut que ça fonctionne. Oui, on veut marquer des buts. Huitième, essayez effectivement dans les livraisons des itérations d'être assez régulier. Ne pas familiariser le client dès les premières itérations sur des grosses livrables, puis ensuite dans les prochaines faire des petits livrables. Essayez d'avoir de la régularité dans les développements. Neuvième principe, c'est de la qualité. Si on a effectivement travaillé en agile, c'est pour que derrière le produit soit de bonne qualité à travers effectivement des feedbacks et de l'amélioration continue. Dixièmement, ça c'est un peu un principe du MVP, essayez de maintenir la simplicité, surtout sur les premières itérations, quand on ne connaît pas vraiment ce qu'il y a à réaliser, ressortir, je dirais, les 80% de ce qu'on doit faire avec le 20% d'effort. Keep it simple and stupid. Onzièmement, les équipes s'autogèrent, s'auto-organisent. On n'est plus dans le management 1.0 ni dans le 2.0, on est dans le management 3.0, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, dernier principe, amélioration continue. On réfléchit ensemble et on s'adapte. Personne n'est parfait au début, mais il faut se lancer avec nos défauts, nos erreurs et essayer de s'améliorer continuellement. Alors on termine cette vidéo avec les différentes méthodologies qu'on peut utiliser en mode agile. Alors quand même je partage avec vous un report publié en avril 2021 sur les meilleures, je dirais, méthodologies utilisées par les managers dans le monde. Le classement vient de loin en première position avec la méthodologie Scrum, le framework Scrum, avec 66% d'utilisation pure et nette, et puis un plus 15% en mode hybride entre Scrumban et Scrum XP. Donc c'est une façon, alors Scrumban c'est du Scrum mélangé avec du Kanban, et on a un autre 6% entre Scrum XP. Donc on est à peu près autour de 81% de personnes qui disent que parmi toutes les méthodologies qui existent en agilité, on préfère celle-là. Et tout simplement parce que ça permet effectivement une amélioration de la productivité, de l'ambiance des équipes, de la prédictibilité et de la satisfaction de clients. Et donc, on aura l'occasion de voir une capsule sur la méthodologie Scrum sur les prochaines vidéos. Merci d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à me contacter en scannant le QR code affiché sur votre écran. C'est mon lien vers LinkedIn et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo avec un nouveau sujet sur la gestion de projet. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.